On continue cette matinale. Bonjour à tous, très content de vous revoir et d'accueillir Pierre Debrague avec nous. Bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour Raphaël, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. La dernière chronique qu'on a fait ensemble a fortement intéressé les spectateurs et on avait annoncé le futur sujet. On avait même demandé s'il y avait une personnalité qui intéressait plus que les trois que nous allons détailler. Ça correspond au tout dernier numéro de Faits et Documents, le 543, où on va parler de la nouvelle garde politique française. Il y a des visages, certains anciens avec de l'expérience. Vous pouvez voir celui qui est tout à la droite de Pierre avec le Raphaël Glucksmann, mais on voit aussi le fameux Louis Stop Sarkozy, qui est présent sur les plateaux télé de plus en plus, et bien sûr, l'inénarrable Sarah Knafo, l'incroyable Sarah Knafo, qui a le vent en poupe. Et donc, si je me trompe pas, Pierre, eh bien, ce numéro de Faits et Documents se concentre à la fois sur cette nouvelle garde, mais aussi ce que ça représente, les ramifications qu'il y a autour. Est-ce que tu peux déjà présenter un petit peu ce numéro? Ouais, on avait choisi de mettre en avant ce qu'on a appelé la nouvelle garde politique française parce que il faut le constater, c'est quand même une génération qui est ultra médiatique, qui est très très poussée. Ouais, il y a vraiment une omniprésence. Alors c'est devenu un gag, un mème avec Louis Sarkozy, mais je veux dire Sarah Knafo, c'est limite si elle fait pas plus de plateau que lui, quoi. Donc, et Raphaël Glucksmann à gauche, il fait partie aussi de cette génération-là. Et au début, on pensait à faire une sorte de portrait croisé, tu vois, mais finalement, on a préféré les traiter un par un, mais constater qu'ils sont extrêmement complémentaires. Ils sont animés par une certaine dialectique. Il y a des imbrications, il y a des croisements, il y a des points communs, et ça par-delà les apparences, parce que on pourrait penser effectivement qu'entre Raphaël Glucksmann et Sarah Knafo, il n'y a aucun point commun. C'est plus compliqué que ça, donc on va peut-être en parler lors de l'émission. Ben oui, on va absolument en parler. J'aimerais qu'on mette les pieds dans le plat directement. Donc, on a cité les trois personnes qui représentent la partie principale des portraits dans Faits et Documents, sachant que dans ce numéro, il y a aussi d'autres personnalités qui sont citées qui permettent de voir un petit peu les connexions autour. Commençons directement par la personnalité la plus populaire, celle qui fait beaucoup parler d'elle, qui est un modèle pour la nouvelle droite aujourd'hui, qui représente la lutte contre l'obésité de l'État, qui représente même en fait un certain espoir français. C'est celle où Le Monde avait titré en 2021 l'indispensable Sarah Knafo. Donc, comment, selon toi, on devrait commencer par présenter Sarah Knafo? Sarah Knafo, fondamentalement, c'est une intrigante. Je dirais plus une intrigante qu'une séductrice, mais elle joue effectivement d'une certaine dimension de séduction dans son parcours. Et ça, on l'a relevé dans sa biographie condensée, qu'on a réalisée effectivement dans ce numéro 543, parce que ce qui la caractérise, c'est cette volonté farouche de créer du réseau. Sarah Knafo, elle a un entre-gens, comme on dit, assez poussé. Et elle a commencé à le créer très tôt, c'est-à-dire assez tôt, quand elle emménage à Saint-Germain-des-Prés. En fait, Sarah Knafo, elle vient du 9-3. D'ailleurs, elle s'en flatte un peu, elle s'en vante un peu sur les réseaux sociaux. Là, récemment, il y a eu une petite dispute sur les réseaux sociaux avec une représentante du Parti socialiste. Et en fait, Sarah Knafo faisait valoir ses origines populaires. Mais lorsqu'on creuse, parce que soi-disant, elle vient de Seine-Saint-Denis, mais lorsqu'on creuse, les origines populaires de Sarah Knafo, elles sont un peu galvaudées, parce que effectivement, elle vient de Seine-Saint-Denis, Pavillon-sur-Bois, mais si on creuse, c'est une zone pavillonnaire assez cossue. Elle a fait toute sa scolarité dans un établissement privé communautaire, un établissement privé juif qui s'appelle le lycée de l'Alliance, qui fait partie d'un grand réseau de la communauté juive française qui s'appelle l'Alliance israélite universelle. Et puis, si tu veux, très tôt, donc à la fin de ses études, à 18 ans, elle emménage à Saint-Germain-des-Prés. Donc, si tu veux, les origines populaires de Sarah Knafo, elles sont un peu à relativiser. Et donc, à Saint-Germain-des-Prés, très tôt, très vite, elle va essayer d'agréger autour d'elle tout un tas de personnalités importantes qui pèsent à droite et à gauche, mais on va dire plutôt à droite. Et c'est là qu'on va citer d'ailleurs la très belle citation du Monde, si tu me permets, parce qu'à mon avis, elle dit beaucoup de choses. C'est la jeune femme, donc je cite Le Monde, 2021, la jeune femme a toujours su se glisser dans le sillage d'hommes à l'âge mûr, à la notoriété confirmée et au carnet d'adresses bien rempli. Voilà. Et ça décrit parfaitement le parcours et l'ambition de Sarah Knafo. Après, si tu veux, on
On peut donner les noms. On donne les noms, effectivement, des gens qu'elle a approchés dans ses années d'études, parce qu'elle a fait la Sorbonne. Après, elle était à l'ENA. On sait qu'elle a préparé Sciences Po et après l'ENA. Et on sait qu'elle a préparé ses concours avec Éric Zemmour. On parlera d'ailleurs de sa relation avec Éric Zemmour. Mais il n'y a pas qu'Éric Zemmour, si tu veux, en tant que comme à l'âge mûr et au carnet d'adresses bien rempli dans le parcours de Sarah Knafo. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, un qui est très, très important, mais qui est un peu moins connu, par exemple, c'est Henri Guénaud. Sarah Knafo a été très, très proche d'Henri Guénaud. Alors, je ne peux pas dire proche jusqu'à quel point, mais en tout cas, elle a été son adjointe plus ou moins officieuse assez longtemps, hein, lorsqu'Henri Guénaud faisait campagne, notamment pour prendre la tête des LR. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, Sarah Knafo est une adhérente UMP. Hein. UMP, et d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'elle a fricoté avec les fils Sarkozy. Parce qu'il y a Sarkozy, donc, qui fait partie de notre biographie, là, dans notre portrait, dans notre numéro, mais il y a aussi Jean Sarkozy, l'autre fils de Nicolas Sarkozy, que Sarah Knafo a aussi fréquenté. Alors, on sait qu'avec Louis Sarkozy, il y a eu une amourette, hein, c'est comme ça qu'ils le décrivent, un flirt de jeunesse. Donc là, c'est là où Sarah Knafo n'a pas fréquenté que des hommes d'âge mûr, puisqu'elle a aussi fréquenté des hommes plus jeunes qu'elle, parce qu'il faut savoir que Louis Sarkozy, il a 4 ans de moins que Sarah Knafo. Donc Sarah Knafo, quand elle a 18 ans, elle fricote avec un fils Sarkozy qui a 14-15 ans, tu vois. Bon, petite amourette de passage, mais donc à ce moment-là, elle côtoie aussi Jean Sarkozy, puisqu'ils se fréquentent au cours de théâtre de Jean-Louis Cochet, qui sont assez célèbres, tu sais, sur Paris. Donc voilà, pour dire, Sarah Knafo, elle évolue dans ces milieux-là et elle se colle à tout un tas de personnalités. Et je te dis, bon, il y a Henri Guénaud, il y a Alain Finkielkraut, il y a Hubert Védrine, il y a Jean-Paul Chevènement, bon, il y en a tout un tas. Et parmi ces gens-là, il y a effectivement Éric Zemmour. Et donc, ce réseau qui a commencé à être tissé permet de voir un peu là où elle avait ses premiers accès, ce qu'elle a ensuite consolidé. Et là, tu as parlé d'Éric Zemmour, c'est quand même la personnalité qui a permis de révéler Sarah Knafo lorsqu'on a eu Éric Zemmour qui a décidé de se présenter à la présidentielle et on a appris l'évolution de sa vie privée. Et Éric Zemmour connaît Sarah Knafo depuis bien longtemps et c'est même celui qu'on appelle le vieil ami de la famille. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'aujourd'hui, c'est un couple emblématique et même sur le plan politique, ça a été une relation extrêmement importante, notamment lors des présidentielles, des européennes aussi. Oui, il y a tout un tas de choses à raconter sur ce couple médiatique, politico-médiatique, mais effectivement, le vieil ami de la famille, c'est de la bouche même de Sarah Knafo, hein, c'est comme ça qu'elle le présente. Et dans les faits, on apprend en faisant notre investigation, par l'entremise notamment des archives d'Emmanuel Ratier, on a appris que le père de Sarah Knafo, Patrick Knafo, connaît Éric Zemmour depuis très longtemps, car la famille Zemmour et la famille Knafo viendraient du même village au Maroc. Ce sont tous les deux une petite communauté de juifs séfarades qui ont quitté le Maroc dans les années 60 et qui se sont retrouvés à Paris. Tu vois, et donc, selon la légende officielle, qui est déjà pas très souvent mise en avant, mais selon cette légende officielle, Sarah Knafo et Éric Zemmour se rencontrent lorsque Sarah Knafo a 13 ans. Mais on peut supposer que, eu égard au lien fort, privé entre Patrick Knafo et Éric Zemmour, on peut supposer qu'ils se connaissent même d'avant, lorsque Sarah Knafo était vraiment une enfant. Tu vois, je vois pas pourquoi il aurait attendu 13 ans pour présenter sa fille à son vieil ami de longue date, originaire du même village. Alors, il faut savoir que dans la communauté juive, 13 ans, c'est un âge symbolique. Tu sais, c'est l'âge de la bar mitzvah, etc. Donc, on peut penser, mais là, c'est simplement une hypothèse, on peut penser qu'il y a eu une sorte de réécriture pour les médias, de donner cet âge de 13 ans pour leur première rencontre. En tout cas, Sarah Knafo et Éric Zemmour se connaissent depuis très longtemps, et à l'âge adulte, Éric Zemmour a aidé Sarah Knafo dans ses études, à préparer les concours, notamment le concours de l'ENA, qu'Éric Zemmour, lui, n'avait pas obtenu dans les années 80, mais que Sarah Knafo a obtenu, ce qui lui a permis de rentrer à la Cour des comptes, où elle a pu travailler auprès de Pierre Moscovici, notamment. Et donc, la relation avec Éric Zemmour a été éventée, puisque je crois que c'était en 2022, des photos sont sorties dans la presse People, je crois que c'était par Gala ou Voici. Et donc Éric Zemmour a reconnu, alors qu'il était marié,
sa relation poussée avec son adjointe Sarah Knafo. Et donc, à partir de ce moment-là, Reconquête est devenu non plus le parti d'Éric Zemmour, mais le parti du couple Zemmour-Knafo. Et on sait qu'au sein de Reconquête, c'est sorti au fil des enquêtes, Sarah Knafo a eu un rôle prépondérant. En fait, c'est elle qui a un peu comment on dit, l'architecte du parti Reconquête. Zemmour, c'était la voix, si tu veux, mais c'est vraiment Sarah Knafo qui a monté le parti et qui a ramené notamment, c'est ce qu'on rappelle dans le portrait, qui a ramené notamment les financiers qui ont permis la levée de fonds pour le lancement de Reconquête, des financiers qui s'appellent Madar et Nadler, qui étaient des anciens financiers de chez Rothschild. C'est Sarah Knafo qui a été les chercher. Toujours pareil, au sein de la communauté juive, etc. Donc elle a eu un rôle vraiment prépondérant, on va dire pour le meilleur et pour le pire, puisqu'il y a eu beaucoup de dégâts en interne qui sont imputés aussi à Sarah Knafo, notamment le clash avec la famille Gave, avec Charles Gave et sa fille. Je pourrais détailler si tu veux, mais aussi avec Marion Maréchal. Voilà, il y a eu beaucoup d'opposition et de querelles. Donc Sarah Knafo, très importante pour l'ascension de Reconquête, mais potentiellement aussi pour la chute de Reconquête. Et alors, oui, j'aimerais que l'on puisse détailler ces aspects-là parce que ce serait une remarque légitime de dire mais pourquoi vouloir autant se focaliser sur la vie privée la vie privée mérite quand même un certain espace de confidentialité, mais on a pu voir en fait qu'il y avait donc une direction bien précise de ce couple qui a amené à des tensions internes et qui, sur le plan politique, étant donné qu'elle représente une certaine image aujourd'hui et même elle a un indice de confiance extrêmement important au sein de la jeunesse française dite de droite et de ce mouvement de nouvelle droite, on a pu voir des tensions. Là, tu as parlé avec la famille Gave, mais également Marion Maréchal. Peut-être rappeler un petit peu ce qui s'est passé, qui pourrait nous permettre de comprendre pourquoi il est quand même nécessaire à chaque fois de faire ce travail biographique et de comprendre un peu quels sont les réseaux et l'empreinte qu'il peut y avoir, qui peut influencer le côté idéologique notamment. Avec Marion Maréchal, c'était principalement des divergences en termes d'orientation idéologique et de com. Voilà, ils n'étaient pas d'accord sur la stratégie, on va dire. Et puis Marion Maréchal aurait bien aimé prendre un peu plus de place dans la com, mais il semblerait que ce soit heurté au barrage de Sarah Knafo. Par contre, pour la famille Gave, on a plus de détails, on va dire techniques. C'est que Sarah Knafo, en fait, est assez proche, enfin très proche, de deux personnalités assez identifiées maintenant dans la droite identitaire. Ce sont les personnalités qui portent frontière, tu sais. Donc, on a Éric Tegner et Garen Snorokian. Et en fait, il s'est avéré que ces deux personnalités sont très proches de Sarah Knafo. D'ailleurs, Sarah Knafo est derrière Frontières. Je veux dire, elle a participé au lancement du magazine Frontières, du média Frontières, qui prend de plus en plus de place à droite. Et quand Charles Gave, qui avait avancé 300 000 euros pour la campagne d'Éric Zemmour, quand Charles Gave et sa fille se sont rendus compte que Sarah Knafo était proche de ces gens-là, il a commencé à avoir une dispute et une rupture, puisque c'est Emmanuel Gave, la fille de Charles Gave, considère que Garen Snorokian et Éric Tegner sont des escrocs qui avaient voulu l'escroquer quelques mois auparavant, notamment dans une sombre affaire de tweets. C'est-à-dire que Emmanuel Gave avait tweeté, s'était un peu laissé aller sur certains tweets qualifiés de racistes, voire d'antisémites. Et elle avait demandé à ses deux compères, là, Éric Tegner et Snorokian, d'effacer, de faire disparaître un peu par les algorithmes ces tweets incriminés. Et puis finalement, elle s'est rendue compte qu'ils l'ont plus ou moins escroqué, qu'ils lui ont fait payer une certaine somme. Enfin bon, bref, que les relations étaient un peu troubles. Et elle est en froid avec eux. Et quand Charles Gave a fait peser la menace de retirer ses 300 000 euros à cause du soutien de Sarah Knafo à ces gens-là, Sarah Knafo a refusé, et donc ça a clashé, quoi. Voilà. Donc c'est ça, l'arrière-boutique. Il faut, ce que tu disais, il faut aussi préciser comment ça fonctionne dans le milieu politique français, quoi. Et je crois d'ailleurs, si je me souviens bien, que lors de la campagne européenne, il y avait eu des tensions entre Marion Maréchal et Sarah Knafo, justement sur le programme qui était proposé
et on va dire les mains tendues envers certaines communautés. On se souviendra de Marion Maréchal qui s'était exprimée notamment sur l'abattage rituel en expliquant qu'elle était contre l'abattage rituel, et on avait après Sarah Knafo qui était passée sur i24 News en expliquant que bien évidemment Reconquête était pour l'abattage rituel pour respecter notamment la communauté juive, ce qui est quand même un petit, qui peut sembler comme un détail, mais ça a amené après à l'énorme fracture in fine, à cet élément parmi tant d'autres dans leur relation, qui a fait énormément de mal après à Reconquête, qui avait déployé beaucoup de moyens pour tenter une percée politique. Chasse le naturel, il revient au galop. Donc, a priori, voilà, il y a des différences de culture qu'on crée des différents politiques. Est-ce qu'on peut dire, avant de passer à d'autres personnages, parce que là, on parle de 3 personnalités où on peut voir, on va dire, des dénominateurs communs, certes, ou alors même certains liens dans leur parcours. On a parlé de la relation entre les connaissances et même peut-être le flirt entre Louis Sarkozy et Sarah Knafo. C'est qu'est-ce que représenterait, comment est-ce que tu pourrais synthétiser ce que représente aujourd'hui Sarah Knafo sur le plan politique, étant donné qu'elle est en pleine ascension? Pour le moment, c'est une figure médiatique parce qu'officiellement, elle n'est que porte-parole. Elle n'est que porte-parole de Reconquête. Mais en étudiant voilà, sa biographie, on comprend un peu plus son ambition et on se rend compte que Sarah Knafo a de grosses ambitions, qu'elle est évidemment, elle est encore très jeune, hein, elle est à peine trentenaire. Elle a de grosses ambitions et à mon avis, elle laissera Éric Zemmour sur le côté de la route au bout d'un moment parce qu'elle a sa propre voix. Elle a sa propre voix et là, on le voit depuis 2 ans, elle tend vraiment à s'imposer à l'international. C'est-à-dire que l'échec de Reconquête, pas tant, hein, de Reconquête en 2022, ne l'empêche pas de continuer à tracer son sillon. Et depuis, je t'ai dit, oui, depuis 2023, 2024, elle essaye vraiment de percer à l'international. Alors, elle est devenue députée européenne, mais elle s'agrège de plus en plus au réseau américain. Elle essaye de se rapprocher par tous les moyens des réseaux trumpiens. Notamment, elle a intégré un think tank américain qui s'appelle le Claremont Institute. Voilà, je te dis, elle essaye de se rapprocher du Parti républicain, elle essaye de se raccrocher aux branches. Et nous, on cite notamment dans le portrait 2 personnalités qui ne sont pas connues en France, mais qui sont des franco-américains issus de la communauté juive qui sont plus ou moins proches des cercles conservateurs trumpistes aux États-Unis. Et donc là, on donne 2 noms dans le numéro qui sont Randy Yaloz et Jacob Elberg. Et voilà, c'est des gens sur lesquels s'appuie de plus en plus Sarah Knafo pour percer, encore une fois. Donc, elle a de fortes ambitions. Elle sait qu'elle a le temps, elle a du temps, hein, pour elle. Et à mon avis, Reconquête n'est juste, c'est l'outil du moment, quoi. Et oui, on se souviendra aussi lors des élections américaines qu'il y avait eu différentes couvertures médiatiques et même des déplacements d'hommes politiques, de la tentative de communication qui avait un peu raté de la part de Sarah Knafo. C'était de vouloir expliquer qu'ils étaient invités directement par le Parti républicain de manière officielle, alors que c'était par le biais d'un contact plutôt personnel qu'ils avaient réussi à se retrouver dans des rassemblements politiques. Mais on voit la tentative en termes de communication dans l'espace français de vouloir faire croire qu'il y a une alliance très forte avec le Parti républicain américain. C'était ce fameux Randy Yaloz, qui est très impliqué aussi en termes de sionisme. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie... C'est pour la partie sioniste, et j'enjoins bien évidemment nos spectateurs à s'abonner à Fait Documents pour pouvoir bien lire les différents portraits. Et je dis bien les différents portraits parce qu'ils sont liés et c'est le tout qui permet d'avoir une analyse très intéressante. Donc là, on a parlé de Sarah Knafo qui représente à la fois un mouvement aujourd'hui assez précis. Parlons maintenant de Louis Stop Sarkozy. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc je te pose la question, Pierre, pourquoi aujourd'hui, eh bien, Louis Sarkozy est surnommé le Louis Stop Sarkozy? Ça, faut demander aux réseaux sociaux, mais à mon avis, c'est parce que une sorte d'overdose, d'omniprésence médiatique de Louis Sarkozy, qui s'explique. On va plutôt expliquer, oui, pourquoi et comment cette omniprésence médiatique. Parce qu'il n'y a pas que le côté fils d'eux. Il y a évidemment le côté fils d'eux qu'on retrouve chez Raphaël Glucksmann. Mais il y a autre chose, c'est que Louis Sarkozy bénéficie aussi de 2 réseaux surpuissants en termes médiatiques au sens large. Il y a évidemment Martin Bouygues, qui est son parrain de baptême officiellement, donc qui lui a ouvert les portes du groupe TF1 et donc de LCI, parce que
Louis Sarkozy, moins de 30 ans, est intronisé depuis 1 an et demi, spécialiste des États-Unis sur LCI, quoi. Tu vois. En vertu de quoi? Bon, il a la nationalité américaine, c'est vrai, depuis 2023. Il a fait ses études en partie aux États-Unis. Et en vertu de quoi ce serait un grand spécialiste de la culture, de la géopolitique et des institutions américaines. Bon, bref. Donc, il y a ça. Et il y a un autre fait qui est assez peu mis en avant, c'est le beau-père de Louis Sarkozy. Parce qu'on connaît évidemment le père de Louis Sarkozy, mais le beau-père de Louis Sarkozy, Richard Attias, jouit lui aussi d'un énorme réseau. Richard Attias, qui était à l'époque chez Publicis, lorsqu'il a rencontré la mère de Louis Sarkozy, Cécilia, c'était le numéro 3 de Publicis. Publicis, qu'on retrouve d'ailleurs, qui appartient à Maurice Lévy, très très important, très influent, oligarque français, qu'on retrouve aussi à la marge dans le parcours de Sarah Knafo, puisque Sarah Knafo a fait un stage chez Publicis et elle se vantait justement, alors ça c'est, puisqu'elle est assez vantarde, elle se vantait justement de discuter directement avec Maurice Lévy. Mais bref, donc Richard Attias, le beau-père de Louis Sarkozy, issu de la communauté juive marocaine lui aussi, très très influent, qui a déménagé aux États-Unis dans les années 2000 et qui a aux États-Unis une énorme société d'événementiel, de communication. Et si tu veux, ça ouvre des réseaux dans ce monde-là à Louis Sarkozy, énorme aussi. Et ça explique aussi son omniprésence médiatique, ce qui lui permet de sortir des livres, de parader ici ou là, de lancer sa chaîne YouTube en grande pompe, etc. Donc Louis Sarkozy, c'est Bouygues et c'est aussi Richard Attias. Chroniqueur pour LCI et Valeurs Actuelles, il a une présence de plus en plus forte et aussi des ambitions politiques. On en parlera à la fin. Ça me semble un rappel important pour son parcours, que tu as pu citer. J'en profite pour saluer le camarade Rodolphe Carte, qui a écrit un ouvrage sur Louis Sarkozy. C'est de quoi Louis Sarkozy est-il le nom, si je me trompe pas pour le titre. En tout cas, je le salue parce que on apprend, et c'est d'ailleurs là aussi on l'a dans le fait et document. C'est sur son parcours vraiment américain, école militaire américaine, diplôme aux États-Unis, et Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, aurait dit, d'après différentes sources et citations, que finalement, son fils représente ce que Nicolas Sarkozy aurait aimé être, c'est-à-dire un Américain. Oui, alors il n'a pas fait que les États-Unis, il a grandi aussi à Londres. Il s'est partagé, alors c'est beaucoup aux États-Unis, New York, mais c'est aussi Londres et le Qatar. Et ça, c'est pareil, c'est un peu moins su, mais ça, c'est les réseaux de Richard Attias aussi. Enfin, les réseaux de toute sa famille, on va dire. Et bref, donc oui, Louis Sarkozy, c'est l'Américain que Nicolas Sarkozy aurait voulu être très certainement. Mais à mon avis, si tu veux, c'est un peu la caricature de l'Américain. Parce que déjà, on connaissait le côté bling-bling de Louis Sarkozy. De Nicolas Sarkozy. Louis Sarkozy, c'est le côté post-bling-bling. On est dans du... C'est un peu la caricature du redneck américain, quoi. Je veux dire, Louis Sarkozy, son but, on voit, c'est faire de la muscu, avoir des tatouages, rouler c'est un peu une sorte de papacito mainstream, quoi. C'est-à-dire faire de la Jeep, intégrer l'US Army. Pour moi, c'est un peu limité, quoi. Voilà, c'est un peu limité. Donc c'est pareil. Pour raccorder avec des entrevues qu'on a déjà eues, toi et moi, on est quand même assez loin de Peter Thiel et Elon Musk. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On n'est pas sur le même niveau culturel, quoi. Mais c'est là où c'est un point intéressant, c'est-à-dire que on rappellera que pour la figure qu'est Sarah Knafo, notamment lors des élections présidentielles françaises, ça a représenté en fait une perte d'électorat pour le Rassemblement national, c'est-à-dire que c'était une figure d'opposition avec un électorat frustré. Qui considérait Marine Le Pen comme Malika Le Pen, on va dire ça, comme ça. Et par contre, Louis Sarkozy avec ce bagage, donc parce qu'il a une fierté d'avoir eu une présence aux États-Unis. On a pu le voir beaucoup trop d'ailleurs. Stop sur les plateaux nous parler justement de sa fierté d'avoir été aux États-Unis, d'avoir eu en fait un enrichissement culturel. Et dans son discours et donc dans sa construction idéologique, là on est face à une personnalité qui est différente de Sarah Knafo, qui représente un autre bord politique, même si on reste dans ce domaine de la nouvelle droite.
Ouais, bah en fait, ils ont un point commun revendiqué, c'est le bonapartisme. Voilà, c'est la nouvelle génération bonapartiste, parce que bon, bah, on sait maintenant, Louis Sarkozy il écrit des livres sur Napoléon, enfin des bibliographies plus ou moins. Et Sarah Knafo, elle s'est toujours revendiquée dans ses jeunes années bonapartiste. D'ailleurs, il y a tout un tas de petits signes dans son parcours. Alors, elle avait une colocation lors de l'ENA qui s'appelait la colocation, enfin qu'ils avaient baptisé la colocation Bonaparte, qui se retrouvait rue Bonaparte. Enfin, il y a tout un tas de choses. Elle voulait appeler la promo de l'ENA la promo Bonaparte. Bref, voilà, c'est deux bonapartistes post-UMP avec un versant un peu plus identitaire pour Knafo. Quoique, hein, je pense que Louis Sarkozy, c'est simplement il ménage un certain électorat LR résiduel, mais finalement, ils ne sont pas si éloignés que ça sur la ligne. Et on sait que Louis Sarkozy, par exemple, sur la question sioniste israélienne, est très dur. Hein. C'est un fervent soutien de Netanyahou, encore plus affirmé que Knafo, pour le coup. Ils sont sur la ligne néocon, quoi. Alors, fervent soutien, mais je crois que Louis Sarkozy, lui, a une dimension, on va dire, beaucoup plus sympathique envers la défense des minorités. Et ça, c'est aussi une petite différence qu'on note dans le discours qui le rapproche plus, d'ailleurs, du discours des Républicains, c'est-à-dire qu'il croit beaucoup plus, il s'exprime beaucoup plus au nom de la République, même s'il y a cette dimension bonapartiste. Et on a donc Louis Sarkozy qui, avec son parcours à l'étranger, en étant le fils d'eux, qui maintenant a décidé de dépasser le pur stade médiatique en étant présent pour présenter ses ouvrages ou à nous apporter des analyses et aussi même écrire des tribunes. Il a maintenant des ambitions politiques en France. Ouais, en fait, pour finir par rapport à ce qu'on disait, ce sont les représentants de la République autoritaire, en fait. Tu vois, l'interprétation, l'exégèse de leur bonapartisme se réduit simplement à ça. C'est simplement de l'autoritarisme, nouvelle formule. Et pour ce qui est de ses ambitions politiques, oui, là c'est officiel, on l'avait déjà annoncé dans le numéro là, qui est sorti le mois dernier. Louis Sarkozy ambitionne de devenir maire de Menton, dans les Alpes-Maritimes, puisque effectivement l'année prochaine on a les municipales 2026, et j'imagine qu'il se voit une petite destinée à la Robert Ménard ou au maire de Perpignan, là, comment il s'appelle déjà, l'ancien amant de Marine Le Pen. Louis Alliot, pardon. Ouais. Donc, voilà, Louis Sarkozy veut peut-être s'impliquer en politique dans le sud de la France, faire son trou là-bas, et puis même si c'est un peu plus côté Menton que Béziers et Perpignan, c'est un peu plus luxe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Knafo a une dimension, comme tu l'as dit, internationale, en étant aujourd'hui députée européenne. Et là, Louis Sarkozy, on parle d'élections municipales. Donc c'est quand même une stratégie différente. Ouais, mais bon, comme il est très jeune, je pense qu'il veut s'illustrer comme ça sur la scène nationale. Et puis, Louis Sarkozy n'a pas d'ambition politique pour 2027 à proprement parler, en termes au niveau présidentiel. Par contre, s'il devient maire, il prendra encore plus de place au niveau de la visibilité et de la com, et plus de légitimité démocratique, on pourrait dire. Et à ce moment-là, il pourra devenir un porte-parole, un soutien affiché, influent d'un candidat qui pourrait être, par exemple, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, assez proche de Louis Sarkozy, et soutenu en creux par Sarah Knafo aussi, et par tout un pan de la droite identitaire. Donc Bruno Retailleau pourrait effectivement avoir des porte-paroles tels que Louis Sarkozy dans la campagne de 2027. C'est une hypothèse. Hein. Ouais. Et dernier aspect qui me semble important d'aborder avant de passer au dernier personnage, parce que le temps passe vite. Là aussi, la dimension de la vie privée reste importante, parce que on a donc un produit, on va dire cosmopolite, étant donné qu'il a été à l'étranger dans différents endroits, qu'il a maintenant vient en France, et qui nous parle d'ailleurs de la fierté d'être français, de vouloir, on va dire, revenir à des valeurs fondamentales, notamment lorsque il fait ses tournées pour parler du bonapartisme. Mais lorsqu'on s'intéresse à sa vie privée, là, on se rend compte qu'il est avec une personne qui n'est pas connectée avec la France profonde. Oh, tu parles de sa femme, je crois qu'ils viennent de se marier. Enfin non, ils sont mariés en 2022, pardon. Sa femme, effectivement, c'est une fille de diplomate yougoslave et qui a des origines allemandes et hongroises. Donc bon, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sa femme, elle fait partie aussi du réseau Athias.
En fait, il trouve ses collaborateurs et jusqu'à son épouse dans le réseau de Beau Papa. Mais plus, Après, les couples se forment sur le lieu de travail, Pierre. bien sûr, mais plus emblématique par rapport à ce que tu viens de dire, je citerai plutôt sa mère, Cécilia Attias, de son vrai nom, pardon, je ne veux pas l'écorcher, Cécilia Siganer-Albeniz, qui, elle, revendiquait en 2004, elle se flattait de n'avoir aucune goutte de sang français. Et ça, là, c'est évocateur par rapport à ce que tu disais. Et puis, si tu veux, pour le grand patriote Louis Sarkozy, ça la fout un peu mal, quoi. Donc de toute façon, nous aurons la chance, malheureusement, d'avoir Louis Sarkozy qui va être sur le devant de la scène pendant un bon moment. Donc on aura l'occasion de reparler de ce personnage-là. Et là, le dernier, où en fait on arrive quand même à balayer un grand spectre politique, parce que là on reste quand même dans le milieu dit de la droite ou même de la nouvelle droite française. Et là maintenant, on va s'intéresser à la fameuse gauche et celui qui a une bonne présence au sein du Parti socialiste. Et ben c'est le Raphaël Glucksmann. Alors il y aura beaucoup à dire, mais je te laisse, Pierre, démarrer pour présenter un petit peu Raphaël Glucksmann pour savoir de qui on va parler. Je vais essayer de faire court si tu veux, mais Raphaël Glucksmann, il a sa place aussi dans cette triade parce que non seulement il est omniprésent médiatiquement, parce que c'est sorte d'héritier du Parti socialiste, en tout cas avec son parti qu'il a lancé en 2018 qui s'appelle Place Publique. On voit bien qu'il essaye de prendre la succession du PS avec tout un tas d'ailleurs d'alliances. De concordance entre eux. Mais Raphaël Glucksmann, il a tout à fait sa place dans cette triade parce qu'ils ont énormément de points d'accord entre Sarah Knafo, Louis Sarkozy et lui, parce que Raphaël Glucksmann, c'est un fils d'eux, à l'instar de Louis Sarkozy, c'est le fils d'André Glucksmann, bien sûr, qui était un des nouveaux philosophes des années 70. Mais Raphaël Glucksmann, c'est aussi un atlantiste. C'est aussi un atlantiste sur la ligne néocon forcené, tu vois. Et lui aussi, il émerge sur les ruines de l'UMPS, à l'instar des deux précédents. Et puis, lui aussi, il vient, on l'a pas dit tout à l'heure, mais lui aussi, il vient de Saint-Germain-des-Prés, tu vois. C'est ce monde-là. Il faut quand même rappeler aux gens que la nouvelle génération, soi-disant la nouvelle garde politique française, elle se construit dans les mêmes chemins de traverse que les générations précédentes. C'est toujours issu des mêmes écoles, c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est le népotisme institutionnalisé français. Et donc, Raphaël Glucksmann, il est totalement compatible de ce point de vue-là, on va dire sur les grandes lignes avec les deux précédents, malgré les divergences apparentes, quoi. Et Raphaël Glucksmann, là aussi, encore une fois, lorsqu'on s'intéresse au réseau qu'il y a autour, au cours de sa vie, parce qu'il a eu un parcours assez long, et on terminera d'ailleurs sur l'actualité, on va dire, de sa composition politique et même personnelle, mais il a eu un appel d'une personne que l'on admire tous sur GP et même au sein de Fait Documents, j'en suis sûr. Une certaine personnalité française a passé un coup de téléphone qui a changé la vie de Raphaël Glucksmann. Oui, ça c'était en 2008. C'est un appel de Bernard-Henri Lévy pour le solliciter pour qu'il le suive en Géorgie. À l'époque où le président de Géorgie, qui s'appelait Saakashvili, se heurtait à Vladimir Poutine en Ossétie du Sud. Et donc BHL, qui est en fait le vrai père spirituel de Raphaël Glucksmann. C'est-à-dire que l'affiliation, c'est évidemment André Glucksmann, mais le vrai père, quelque part, le vrai modèle de Raphaël Glucksmann, c'est Bernard-Henri Lévy. Et donc, il l'a suivi en Géorgie en 2008. Il faut savoir que dès le début des années 2000, Raphaël Glucksmann commence à monter au créneau sur l'atlantisme et surtout la russophobie. Et on va dire, il y a une sorte d'anti-soviétisme traditionnel, familial chez les Glucksmann. Là, je vais le dire en deux mots, mais parce que le grand-père de Raphaël Glucksmann était en fait un agent, un espion du Comintern, un espion soviétique décédé en mission. Et petit à petit, dans la famille Glucksmann, on est devenu anti-soviétique. Et ça c'est très évocateur chez le père de Raphaël Glucksmann, André Glucksmann, qui a commencé communiste pour devenir anti-stalinien, anti-marxiste et devenir officiellement un gauchiste. Et ça, c'est les nouveaux philosophes avec BHL et compagnie. Et Raphaël Glucksmann, il perpétue et il accentue cette tradition en devenant au début des années 2000 carrément atlantiste officiel, en se rapprochant des réseaux Soros, en liant partenariat avec le Pentagone, le département d'État américain. Enfin, je veux dire, on est là, on passe un cap, tu vois, on a passé un cran dans l'américanisme. Et donc, effectivement, en 2008,
il va en Géorgie accompagné de BHL jusqu'à devenir conseiller pendant 3 ans du président géorgien Saakashvili, en but, je te dis, avec Vladimir Poutine. Et puis comme ça va pas forcément très bien se passer, puisque Saakashvili en 2013 va perdre les élections, devoir quitter le pays, partir en exil, Raphaël Glucksmann et BHL vont se recycler en Ukraine, comme on le sait, avec l'Euromaïdan. Et là, Glucksmann va devenir conseiller de Vitaly Klitschko. Tu vois, toujours en faisant profiter à ces personnalités d'Europe de l'Est des réseaux européens et atlantistes qu'a tissé Raphaël Glucksmann. Et là, ça va être un échec aussi, parce que Vitaly Klitschko, il va pas avoir le soutien populaire, il va perdre le soutien populaire assez rapidement, et ça va vite décrépir tout ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Raphaël Glucksmann revient en France, à Paris, et commence à lancer son propre parti politique et devenir lui aussi député européen, comme Sarah Knafo. D'ailleurs, peut-être que Louis Sarkozy deviendra député européen dans les prochaines années, on peut le supposer. Et Raphaël Glucksmann bénéficie aussi d'une forte puissance médiatique, notamment par l'entremise de sa femme, Léa Salamé, que tout le monde connaît. Présence importante. Est-ce que tu as un commentaire à faire en plus sur Léa Salamé, ce que ça pourrait représenter? Parce qu'après, j'aurais une autre question sur son lien avec la sphère politique dite de gauche, qui là aussi mérite d'être analysée. Parce que quand on parlait de Sarah Knafo ou même de Louis Sarkozy, c'est aussi intéressant de savoir qui ils peuvent potentiellement contrer ou face à qui ils peuvent se retrouver en opposition sur le plan électoral. Mais si tu as un commentaire en tout cas sur l'importance, le pourquoi il est important de jeter un œil sur Léa Salamé, je te laisse la parole. Sur Léa Salamé, un fait saillant qui rapproche aussi fortement de Raphaël Glucksmann, c'est l'appartenance de son père au réseau, lui aussi, de George Soros. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, on se rencontre sur son lieu de travail ou dans les réseaux dans lesquels on circule. Le père de Léa Salamé, qui s'appelle Ghassam Salamé, qui est actuellement ministre de la Culture au Liban, fait partie, on va dire, des réseaux mondialistes assez impliqué, notamment en France, puisqu'il était membre aussi du Club Le Siècle. Et donc voilà, si tu veux, on a une Sorosienne, une fille de Sorosien qui tient le JT de France 2. Donc c'est quand même c'est quelque chose aussi. Et donc pour terminer sur ce personnage et même terminer cette chronique, le temps passe très vite. Peut-être que ça aurait fait le cas d'une émission longue finalement. Je posais la question, c'est-à-dire de quels peuvent être potentiellement les ennemis politiques ou les liens avec la sphère politique qu'il côtoie. Parce que Raphaël Glucksmann, qui représente donc cette ligne atlantiste et qui en fait reprend le Parti socialiste, c'est quand même uni avec le parti notamment de Jean-Luc Mélenchon et on va dire toute la sphère de gauche sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Est-ce que ça ne peut pas, cette ligne atlantiste, annoncer une fracture importante au sein de cette gauche à cause du personnage qui est Glucksmann et de ce qu'il représente? Si. En fait, structurellement, Place Publique est quand même conçu comme un parti anti-Mélenchon, anti-LFI. C'est quand même un parti de gauche qui est là pour faire barrage à Mélenchon. À mon avis, voilà, il y a eu des alliances conjoncturelles par rapport à la période de crise qu'on connaît en France, eu égard à la gestion macronienne. Mais je n'imagine... On peut supposer que l'alliance Glucksmann-Mélenchon ne tienne pas et qu'au contraire, Glucksmann soit là comme un garde-fou. Et d'ailleurs, c'est encore un point commun, c'est-à-dire que Glucksmann, Sarkozy, Knafo sont quand même, quoi qu'on en pense, des anti-Mélenchon annoncés, avancés. Et pour terminer sur ce personnage de Glucksmann, parce que là, on définit des lignes aussi idéologiques particulières. Glucksmann, on a essayé, on l'a vu dans la presse médiatique, nous faire croire qu'il était en hausse en termes d'appréciation dans les sondages. Mais si on se pose la question de qui il peut servir, tu as pu citer notamment la ligne atlantiste, la ligne Soros. Est-ce qu'on doit considérer aujourd'hui, de par le contexte géopolitique actuel, que il sert une ligne qui sert les intérêts, par exemple, des États-Unis? On a vu le nombre d'accusations à son encontre sur le fait qu'il puisse être un agent, finalement, de la CIA, direct ou indirect. Ou est-ce qu'il sert aujourd'hui, finalement, la ligne européiste qu'on est en train d'observer aujourd'hui et qui se retrouve, certes, vassal des États-Unis, mais quand même avec une forme d'opposition, qui sert ses propres intérêts de l'Europe supranationale? En fait, ça, c'est tout le retournement lié à l'élection de Trump qui chamboule un peu les cartes, tu vois, qui
qui brouille un peu les pistes, dans le sens où, oui, Raphaël Glucksmann est un atlantiste forcené et on va dire presque intrinsèque, mais depuis l'élection de Donald Trump et depuis surtout la réélection de Donald Trump, le jeu est un peu plus difficile à interpréter, et il y a de fortes chances que Raphaël Glucksmann fasse partie des gens qui poussent pour faire de l'Union européenne le bastion de repli de l'oligarchie mondialiste qui contrôlait les États-Unis avant Donald Trump. Donc on est, si tu veux, dans cette espèce de rapport de force qui se joue à différents niveaux, sur différentes strates. Et c'est sûr que Raphaël Glucksmann, en tout cas, pèse au niveau de l'Union européenne, parce qu'en tant que député européen, il a été célébré l'année dernière. Il a reçu un prix qui s'appelle le prix Rising Star. C'était début 2025 ou fin 2024, et qui récompense justement les députés européens les plus influents, les plus impliqués, tu vois, donc on va dire des personnalités d'avenir au niveau de la superstructure européenne. Donc Raphaël Glucksmann, à mon avis, s'impliquera de plus en plus au niveau de l'Union européenne à mesure que Donald Trump et consorts tiendront les États-Unis et les mèneront dans une direction qui sera pas forcément la sienne, bien que malgré les apparences, ça peut aussi se retrouver sur certains points. Tout est nuancé et tout mérite d'être plus ou moins éclairci point par point. Donc on peut imaginer que Glucksmann et Trump finalement se retrouvent sur une certaine opposition à la Russie, par exemple, à un moment donné. C'est pas impossible aussi. Mais fondamentalement, c'est pas les mêmes agendas, quoi. Merci beaucoup, Pierre. Le temps passe rapidement, pardon. Donc il faut qu'on arrive à une fin. Je tiens à le rappeler. Donc il y a ces portraits, mais également dans l'enquête de Faits et Documents, il y a une analyse plus approfondie, parce que là on a analysé des personnages. Il y avait certains dénominateurs communs en termes de réseau. C'est un peu le renouvellement ou les nouvelles activités du lobby israélien qui existe en France et en Europe. Donc il y a des personnages qui sont cités, analysés, et je crois aussi qu'il y a une autre enquête qui mérite quand même d'être dite pour ceux qui ont accès au numéro. N'hésitez pas à le lire. C'est sur l'industrie musicale aussi. Pour terminer sur la présentation de Faits et Doc. Oui, effectivement. Alors une enquête, à mon avis, très importante et complémentaire des portraits qui s'appelle Les nouveaux visages du lobby israélien en France. Et là, on parle plus précisément de Frank Tapiro et de Ben Semoun, Arié Ben Semoun. Donc là, on a vraiment actualisé le lobby, actualiser le lobby sioniste en France, avec notamment DDF, Elnet, Agir Ensemble, voilà, des structures qui sont à la pointe du lobbying israélien en France. Et là, il faut lire l'article, mais on retrouve des personnalités assez connues, qui intriguent aussi dans ces milieux-là. Donc là, on a Michel Onfray, on a Bruno Retailleau aussi, tu vois, c'est pour accorder avec les portraits avec Knafo et Louis Sarkozy. On a tout un tas, Enthoven, on a tout un tas de personnalités qui font partie de ce monde-là. Donc article très important, et dans un second temps, pour équilibrer, on va dire, un article un peu plus sociologique sur les arrière-plans de l'industrie musicale, effectivement. Donc pour l'été, assez sympa. Et très intéressant parce qu'il y a des conséquences sociologiques très importantes sur l'industrie musicale, et notamment la créativité des artistes, la technologie, l'intelligence artificielle. Bref, vous allez être agréablement surpris par ce numéro. J'en suis certain. Merci encore, Pierre,